parler de mes impressions, les impressions que j'ai ressenties le premier jour de mon installation au château. Dans un premier temps, nous étions assez nerveux parce que bien que nous ayons pensé à l'organisation, nous ne savions pas si ça allait bien se dérouler. Mais ça s'est passé très bien. La première journée s'est vraiment bien déroulée. Les enfants étaient enchantés de prendre place, d'investir le château et de s'installer dans leurs nouveaux locaux. Et en plus, je dis, ils étaient super excités parce qu'ils connaissaient l'histoire du château. On leur a fait expliquer l'histoire du château. Et c'était quand même extraordinaire pour eux d'arriver dans un cadre pareil. Donc, ils se sont rendus compte de l'enchantement du parc. Ils se sont rendus compte des efforts que que le personnel avait fournis pour que leurs locaux soient vraiment bien préparés au niveau de leur arrivée. Et c'était extraordinaire, je dis, parce qu'en fait, on regardait par les fenêtres, on regardait le parc, on a regardé le local, et en fait, ils ont pris très vite possession des meubles. C'était comme un déménagement au niveau d'une habitation. On a vraiment pris possession des murs. Et on s'est dit, c'est fantastique, on habite un château, on devient les châtelains. Sur les hauteurs de Jodogne, de part et d'autre de la chaussée de Hanu, un bois. Au creux de celui-ci, un trésor, une merveille de fantaisie architecturale. Le château des Cailloux. Au détour de son chemin d'accès, il s'élève majestueux et un peu étrange, comme s'il n'était pas achevé. Autour de cet endroit plane un parfum d'histoire mystérieuse. La vie de son premier propriétaire résonne comme un conte. Hector. Hector Defour. Voilà comment il s'appelle. Né pauvre, il meurt très riche. Oh, trop peut-être, diront certains. Il traîne derrière lui un foisonnement de ragots, d'historiettes, à moitié vraies. Et puis surtout, une vie passionnante menée tambour battant. Et l'histoire d'Hector, elle commence en automne, un 4 novembre 1832. Il fait un peu froid comme toutes les journées d'automne. Jacques Defour tourne un peu en rond. Ce matin n'est pas un matin comme les autres. Aujourd'hui, Béatrix, sa petite femme, va mettre au monde son 5e enfant. Dans la maison, tout est calme. Et puis, un petit cri. Ça y est, c'est un garçon! Un fils de plus dans la famille.
mais un fils de plus, ça fait aussi une bouche de plus à nourrir. Et Jacques n'est pas un homme bien riche. Il est ouvrier agricole, un domestique en somme. Il loue ses bras aux gros propriétaires de la région. Et puis la famille compte déjà 4 enfants. Antoinette, Augustin, Henri et Albert. La vie est loin d'être simple, tellement difficile par moments que Jacques se voit contraint de demander l'aide de la bienfaisance publique. Hector va grandir. Il est bientôt en âge de se rendre à l'école. Mais l'école, elle n'est pas vraiment faite pour les fils de familles pauvres. Il faut savoir qu'en 1840, l'école n'est pas gratuite. Il faut payer pour y entrer. Et quand on est né pauvre, comme Hector, il est plutôt de coutume de travailler, histoire d'aider papa et maman à nourrir la famille. Et puis, la vente d'un terrain va amener un peu d'argent dans la famille. Hector va avoir de la chance, il va pouvoir aller à l'école. Il est inscrit à l'école primaire supérieure de l'État. Oh, cette école, elle n'est ouverte qu'aux garçons. Elle compte 4 divisions et elle prépare aux études des humanités. Pour y être inscrit, chaque garçon doit être vacciné contre la petite vérole. Tous les 3 mois, les parents doivent aussi payer un minerval, un droit d'entrée. Et là, les parents d'Hector vont avoir aussi un peu de chance. Les familles qui bénéficient de la bienfaisance publique ne doivent pas payer ce minerval. Ouf! Hector, c'est vraiment un bon élève. Il travaille avec beaucoup de zèle, beaucoup d'application. Un écolier travailleur tellement bon que son instituteur le remarque. Il le pousse à aller plus loin, il l'encourage. Hector n'oubliera jamais cette chance qu'il a eue de se rendre à l'école. En 1850, Hector termine ses études. Mais à Jodogne, il n'y a pas de travail. Et cette année-là, les autorités provinciales du Brabant délivrent 1112 passeports pour l'Amérique et pour d'autres pays européens. Les plus jeunes émigraient pour une vie meilleure. Hector fut parmi ceux-là. Hector décide de quitter Jodogne. Allait-il rejoindre son frère Augustin, installé depuis plusieurs années dans l'Empire ottoman? Hector se rend d'abord à Paris, étape transitoire, puisqu'il lui faut prendre un bateau à Marseille pour rejoindre le pays des pharaons et des pyramides. Hector y exerce plusieurs métiers. Il sera secrétaire intendant du prince Toussoum, le fils unique de Saïd Pacha, le vice-roi d'Égypte, fonctionnaire de l'administration des domaines privés du vice-roi. Dans tout ce qu'il entreprend, Hector ne passe jamais inaperçu. Comme à l'école, il travaille avec beaucoup de zèle. Il ne ménage jamais sa peine, tant et si bien que le vice-roi lui octroie un titre, celui de B. Désormais, quiconque s'adresse à Hector doit l'interpeller par son titre et lui dire « Votre Excellence ». Quelle évolution pour le petit garçon né d'une famille pauvre à Jodogne. Les affaires sont plutôt fructueuses pour notre Jodonois. Il va réaliser de nombreuses opérations financières pour le moins juteuses. Il se trouve petit à petit à la tête d'une fortune énorme. Il achète une somptueuse villa à Alexandrie. Il voyage beaucoup entre Paris et Alexandrie. Il investit aussi dans l'immobilier à Paris.
il achète des terrains boulevard Haussmann, il y fait construire des immeubles. Et puis peut-être que Jodogne lui manque. Peut-être qu'être si loin de sa famille lui pèse. Toujours est-il qu'en 1871, il a alors 39 ans, il achète sur le territoire de sa ville natale un vaste domaine, en grande partie boisé. Le bois des Cailloux et le bois de la Pislotte en font partie. Pislotte, quel drôle de nom! Qui sait encore aujourd'hui que c'est ainsi qu'on nommait le ruisseau Saint-Jean? Et là, au milieu de ce domaine, Hector rêve. Il rêve d'un château. Un château qui serait à la fois l'Occident et l'Orient. Un endroit où ses souvenirs égyptiens seraient mis à l'honneur. Les plans sont confiés à un architecte, Charles-Émile Jeanlet. Pierre après pierre, en 1880, un château voit le jour. Il est construit sur une hauteur. On dit que c'est pour apercevoir au loin la tombe de son papa et de sa maman. De sa terrasse, Hector peut voir le lieu du dernier repos des Jodonois, le cimetière. La construction du château est de style néo-renaissance flamande. Elle mélange la brique rouge, la pierre bleue et notre fameuse pierre de Gaubertange. Le château, il est loin d'être petit. Un sous-sol, un rez-de-chaussée, 2 étages. C'est un vaste quadrilatère agrémenté de tours et surmonté de clochetons. Si l'extérieur est imposant, l'intérieur, lui, il respire le luxe. Des marbres sont utilisés pour certaines cheminées. Des tapis d'Orient moelleux sont sur le sol. Des meubles en chêne. Dans le grand hall d'entrée, un escalier. Un escalier monumental domine les salons et la salle à manger. Il mène au premier étage, où 9 chambres attendent les visiteurs. Hector souhaite conserver la présence de l'Égypte à ses côtés. Il fait aménager un salon mauresque ressemblant comme 2 gouttes d'eau à ceux qu'il a connus là-bas. Le 2e étage abrite les chambres de son personnel. Tout juste à côté du château, de grandes écuries sont construites. Elles abritent de magnifiques montures et des attelages éblouissants. Hector ne se contente pas d'un château et d'écuries. Il confie la conception d'un parc autour de sa demeure à un architecte paysagiste, Jean-Pierre Barillet Deschamps. Au beau milieu de ce parc trône le château comme s'il veillait avec bienveillance sur ce magnifique jardin. Tout a dû être conçu. Quand Hector achète le domaine, il n'y a rien. L'architecte paysagiste va devoir tout concevoir et le résultat est à la hauteur. Progressivement, le parc s'est transformé. Promenons-nous un instant dans ce paradis de verdure. Des étangs. 3 au total, reliés les uns aux autres, ils forment comme une route aquatique qui mène vers le château. Les arbres recèlent plus d'une découverte. Allez, tendez l'oreille. C'est un pic qui tape avec ardeur sur son bois.
C'est l'écureuil. Il a encore oublié où il a caché ses réserves de noisettes. Avec un peu de chance, quelques biches se sauveront à votre passage en oubliant la lavande qu'elles étaient en train de dévorer. Une diane chasseresse, pour rappeler qu'Hector aime passionnément la chasse. Et le lion magnifique, il semble perdu près d'un étang. Le parc cache quelques surprises. Une petite grotte se trouve sous un pont. Un banc de pierre y est installé. Il permet d'admirer l'étang principal sous un autre jour. En 1876, Hector fait construire un jardin potager. Une orangerie et de vastes serres. Un peu plus tard, pour apprivoiser la distribution d'eau au château, un véritable château d'eau formé de 2 tours est installé. Chaque tour mesure 13 mètres de haut. Elles sont jumelées par une arche. La pression d'eau est telle qu'elle fait jaillir l'eau à tous les étages du château et même l'eau des fontaines des étangs. Hector, en Belgique, ne cesse pas ses activités financières ni immobilières. Il possède un immeuble à Bruxelles, il aime les œuvres d'art, il est grand amateur de tableaux français, de Lacroix, Rousseau, Corot, Millet. Pour les voir aujourd'hui, il faut se rendre au Louvre. Hector n'a pas oublié qu'il est né pauvre, qu'il a eu la chance d'aller à l'école. Alors, il soutient les écoles officielles de la ville de Jodogne. Il prête à la commune des sommes sans intérêt pour développer l'enseignement officiel.
Il va même jusqu'à offrir des costumes aux écoliers pauvres fréquentant les écoles communales. En 1883, il va faire don à la ville de Jodogne d'une belle somme d'argent. Elle est destinée à la construction d'un hôpital. Et attention, pas n'importe quel hôpital. D'abord, il portera le nom de sa maman, l'hôpital Béatrix, et puis surtout, on va y soigner des pauvres sans le sou. Quand les hivers se font difficiles, Hector s'arrange pour que les plus démunis reçoivent gratuitement le charbon nécessaire pour passer l'hiver. Hector ne s'est jamais marié. Oh, il y a beaucoup d'histoires qui tournent autour de sa vie sentimentale, des bruits, des rumeurs, mais rien qui vaille vraiment la peine d'être conté. Il rendra son dernier souffle le 8 juillet 1905. Il meurt sans héritier direct. Et c'est sans doute pour cette raison qu'il a préparé tous les détails de son inhumation avant sa mort. La ville de Jodogne lui avait cédé le rond-point central du cimetière. Hector demande alors à l'architecte Jean Lay de concevoir les plans de son mausolée. Il sera réalisé après sa mort en granit d'Écosse. Le socle fait 3,30 m de haut. Il est surmonté d'une obélisque de 5,20 m. Petit détail qui rappelle l'Égypte sur l'obélisque, une frise qui court en bronze et qui évoque des fleurs de lotus. Le château des Cailloux est comme un orphelin. Vendu, revendu, il fut acheté par l'État en 1939. Le ministère de l'Instruction publique décide en 1950 de le transformer en pensionnat pour les élèves de l'Athénée royal de Jodogne. Et c'est en 1952 qu'a lieu une véritable catastrophe. Durant les travaux, un terrible incendie éclate. Le château brûle. La toiture s'envole en fumée comme un fétu de paille. Il sera impossible de restaurer le château dans son état antérieur. Adieu donc tourelle, clocheton. En lieu et place, une terrasse est construite. Et le château, il va vivre vaille que vaille sa nouvelle vie, en permettant à des élèves d'y côtoyer les souvenirs du passé. Op de grote paddenstoel, rood met witte stippen. Daar kwam vader Langbaard aan en die zei toen luid: moet dat stoeltje ook kapot, pinemuts gedaan. Et on s'est dit, mais comment vivait-il à l'époque? Et on s'est rendu compte qu'on avait introduit dans cette bâtisse des nouvelles technologies. Et bien, on vivait dans un autre monde, en fait. Et c'était vraiment comme un enchantement, même au niveau du parc. La nature, chaque jour, on la découvre différemment. Et à chaque jour, elle nous donne une nouvelle carte postale, quelle que soit la saison. Et cette année-là, au niveau de l'année de l'installation, au niveau du château, c'était formidable, parce que le temps était vraiment avec nous. C'était un état indien et on a pu vraiment, vraiment profiter de tous les recoins du parc. Les enfants, quand ils passent du petit atelier au château, c'est vraiment un enchantement pour eux. Parce qu'ils ont l'impression d'entrer dans un autre monde, dans une autre bâtisse. On vit comme ça un peu hors du temps. Parce qu'on en plus, on a la chance de ne pas avoir de sonnerie qui nous rappelle alors à chaque fois. C'est extraordinaire, parce qu'on le vit très bien et je pense qu'il y a un climat de sérénité qui s'installe petit à petit et c'est très calme. Parfois le matin, vous arrivez, vous voyez des daims, vous voyez des écureuils quand vous vous déplacez, vous entendez les oiseaux, vous êtes en dehors de cette circulation et du bruit incessant de la civilisation, quoi. Et à l'intérieur du château, je trouve qu'on profite des boiseries du travail d'antan, alors qu'on nous a donné la possibilité d'utiliser des nouvelles technologies, parce qu'on a un tableau interactif. Donc c'est vraiment introduire au sein d'une bâtisse ancienne les nouvelles technologies.
Le château, c'est extraordinaire, parce que vous posez votre main sur la rampe d'escalier et vous vous dites qu'ici, il y a eu des fêtes somptueuses, quoi. Et je dis, quand vous faites un rapport par rapport à l'histoire, ce qu'on en dit, je dis, du B, soit vous êtes pour, soit vous êtes contre, soit vous appréciez ce qu'il a fait, soit vous êtes contre la manière dont il a vécu, mais vous vous dites que c'était extraordinaire. Il vivait en autarcie quelque part. Et il a amené aussi des nouveautés. Il y avait l'eau au château. C'était extraordinaire. Et quand vous voyez le travail apporté au niveau de l'escalier, des bois utilisés et du travail de la boiserie, c'est extraordinaire, quoi. Et quand vous regardez les cheminées et que vous voyez encore ces initiales, vous vous dites que c'est quand même fabuleux de travailler dans un site pareil, quoi. Hector a été un homme hors du commun. Il est parti de rien. Fort de son courage et de sa volonté, il a gravi les échelons pour revenir nanti d'une immense fortune. Aujourd'hui encore, si vous fermez les yeux, vous devriez sentir les restes de cette volonté qui habite toujours les murs du château.